Avant que vous ne me jugiez ou que vous ne tiriez des conclusions hâtives, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Lina, et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni par vengeance ni pour attirer l'attention, mais pour partager une histoire vraie, marquée par le favoritisme, le silence et une longue lutte intérieure. J'ai grandi en essayant de prouver ma valeur sans jamais être reconnue, et ce parcours m'a conduite à faire des choix que je n'aurais jamais imaginés. Si je raconte mon histoire, c'est pour que vous puissiez en tirer des leçons sur la résilience, l'estime de soi et les conséquences de nos décisions. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque détail compte et le message final pourrait changer votre regard sur votre propre vie. Je m'appelle Lina et pendant toute mon enfance, j'ai grandi avec la certitude douloureuse que je n'étais jamais assez aux yeux de mes parents. Ma sœur aînée, Maëlle, brillait comme une étoile qu'ils admiraient sans retenue, tandis que je restais dans l'ombre, invisible et souvent ridiculisée. Chaque dîner familial devenait une occasion de comparer nos réussites, et ces comparaisons tournaient toujours à mon désavantage. Quand je parlais de mes projets, on m'écoutait à peine, ou pire, on souriait avec condescendance. Je me souviens avoir très tôt appris à ravaler mes rêves, non parce qu'ils manquaient de valeur, mais parce que personne ne semblait vouloir y croire, sauf moi. Mes parents présentaient Maëlle comme l'exemple parfait de la réussite moderne, celle qu'il fallait admirer et imiter. Ils parlèrent de ses promotions, de ses contacts influents et de son avenir prometteur comme d'une fierté collective. En revanche, lorsque je mentionnais mes propres efforts, mes longues heures de travail ou mes modestes succès, leur réaction oscillait entre l'indifférence et la moquerie. On me disait que je devais être réaliste, que je n'avais pas son talent, pas sa chance, pas sa discipline. Ces paroles répétées ont fini par s'ancrer profondément en moi, façonnant une image de moi-même que je mettrais des années à déconstruire. À l'école puis à l'université, j'ai poursuivi mes études avec une détermination silencieuse, nourrie autant par la douleur que par l'espoir secret de prouver ma valeur. Pourtant, chaque fois que je rentrais à la maison, la même dynamique m'attendait. Ma sœur recevait encouragement et soutien financier, tandis que je devais me débrouiller seule. On me disait que cela me rendrait plus forte, mais au fond, je savais que c'était surtout parce qu'on ne croyait pas assez en moi pour investir. Cette injustice a creusé en moi un mélange de tristesse et de colère que je ne savais pas encore comment exprimer. Je me suis souvent demandé si mes parents se rendaient compte de l'impact de leurs paroles. Peut-être pensaient-ils simplement être honnêtes ou motivants, mais leur favoritisme était évident et constant. Chaque réussite de Maëlle était célébrée comme une victoire familiale, tandis que mes progrès passaient sous silence. À force, j'ai appris à ne plus chercher leur validation, même si au fond de moi, j'en avais terriblement besoin. J'ai commencé à bâtir mon identité en dehors de leur regard, avec la ferme intention de ne plus dépendre de leur approbation pour exister. Ce sentiment d'infériorité imposé n'a pourtant pas réussi à m'arrêter. Au contraire, il est devenu un carburant discret mais puissant. J'ai décidé de transformer chaque moquerie en motivation, chaque doute en énergie. Je me suis promis qu'un jour, sans bruit ni annonce spectaculaire, je construirais quelque chose qui m'appartiendrait entièrement. Je voulais réussir pour moi, pas pour les impressionner, mais pour me libérer de ce poids constant. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point cette promesse allait changer le cours de ma vie. En entrant dans le monde professionnel, j'ai découvert une réalité rude mais stimulante, où personne ne connaissait mon histoire familiale et où seule ma compétence comptait. J'ai commencé modestement, acceptant des postes que d'autres refusaient, apprenant chaque jour avec une soif insatiable. Pendant ce temps, Maëlle progressait rapidement grâce à un réseau déjà solide et à l'appui financier de nos parents. Il ne manquait jamais de me rappeler à quel point elle avançait vite, comme si sa réussite devait automatiquement souligner ma lenteur. J'ai encaissé ces remarques sans répondre, concentrée sur mon propre chemin. Les premières années ont été éprouvantes, marquées par des sacrifices et des doutes constants. J'ai travaillé tard, souvent seule, investissant mes économies dans des formations et des projets incertains. Chaque petit succès était une victoire personnelle, même s'il restait invisible aux yeux de ma famille. Je savais que je n'aurais jamais droit à la même indulgence que Maëlle en cas d'échec, alors je me suis imposé une rigueur extrême. Cette discipline, forgée dans la solitude, est devenue l'un de mes plus grands atouts, même si elle m'isolait encore davantage de mes proches. À mesure que je gagnais en expérience, j'ai commencé à comprendre les rouages du monde des affaires. J'observais, j'analysais et surtout, j'apprenais à prendre des risques calculés. Là où d'autres voyaient des obstacles,
je voyais des opportunités. Ma sœur, de son côté, semblait évoluer dans un confort permanent, protégée par l'aura de son poste et l'admiration constante de nos parents. Cette différence de parcours me rappelait sans cesse l'inégalité de départ, mais elle renforçait aussi ma détermination à créer ma propre sécurité. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner, écrasée par la fatigue et le sentiment d'injustice. Pourtant, chaque fois que je pensais renoncer, je revoyais les sourires moqueurs et les paroles dévalorisantes de mon enfance. Je refusais de leur donner raison. J'ai persévéré, développant des projets parallèles, construisant patiemment un réseau basé sur la confiance et le respect. Peu à peu, les résultats ont commencé à apparaître, discrets mais solides, confirmant que ma stratégie portait ses fruits. Un jour, sans que je m'y attende vraiment, une opportunité majeure s'est présentée à moi. Un investissement audacieux, risqué aux yeux de beaucoup, mais parfaitement aligné avec ma vision. J'ai hésité, consciente que cet engagement pourrait tout changer. Finalement, j'ai décidé de me faire confiance comme je l'avais appris à le faire depuis longtemps. Ce choix allait marquer un tournant décisif dans ma vie, même si je n'imaginais pas encore à quel point il allait aussi bouleverser l'équilibre familial. Les années suivantes ont été marquées par une croissance rapide et inattendue. Mon entreprise a prospéré, attirant des partenaires influents et des clients de renom. Je restais volontairement discrète, préférant laisser les résultats parler pour moi. Ma famille, de son côté, continuait de s'extasier sur la carrière de Maëlle, ignorant presque totalement mes avancées. Je n'en parlais pas, non par honte, mais parce que je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. Je savais ce que j'avais accompli et cela me suffisait amplement. Un jour, en étudiant un dossier financier, j'ai réalisé que l'entreprise où travaillait Maëlle traversait de graves difficultés. Cette découverte m'a troublée, non par compassion immédiate, mais par la conscience soudaine d'une ironie cruelle. La société qu'elle représentait comme un symbole de réussite était en réalité fragile et vulnérable. J'ai analysé la situation avec un regard strictement professionnel, pesant les risques et les avantages, sans encore laisser mes émotions prendre le dessus. Plus j'examinais les chiffres, plus l'opportunité devenait évidente. Un rachat stratégique pourrait sauver l'entreprise tout en renforçant considérablement mon propre groupe. J'ai pris le temps de réfléchir, consciente que cette décision aurait aussi des conséquences personnelles profondes. Le passé me revenait en mémoire, avec son lot de blessures et de silence. Pourtant, j'ai choisi d'agir en femme d'affaires avant tout, convaincue que je pouvais gérer les répercussions émotionnelles plus tard. Lorsque l'acquisition a été finalisée, j'ai ressenti un mélange étrange de satisfaction et de gravité. Officiellement, il s'agissait d'une opération financière réussie. Officieusement, je savais que ce changement de pouvoir allait bouleverser la dynamique familiale. J'ai gardé le secret, ne cherchant ni à me vanter, ni à provoquer. Une part de moi voulait simplement observer comment la vérité finirait par émerger, sans intervention de ma part. À l'approche de la fête de Pâques, j'ai accepté l'invitation familiale avec un calme inhabituel. Personne ne se doutait de ce que j'avais accompli. Ma sœur parlait encore de son poste avec assurance, et mes parents l'écoutaient avec admiration. Moi, je me contentais d'écouter, consciente que l'équilibre des rôles était sur le point de changer de manière irréversible. Au cours du dîner, les conversations ont naturellement tourné autour du travail et de la réussite, comme toujours. Mes parents ont encensé Maëlle, rappelant ses responsabilités et son importance au sein de son entreprise. J'écoutais en silence, observant chaque regard, chaque sourire, sans laisser transparaître la moindre émotion. À cet instant précis, j'ai pris conscience de la portée symbolique de ce moment. Ce n'était pas seulement une question de carrière, mais de reconnaissance et de dignité longtemps refusée. Lorsque j'ai finalement pris la parole, le silence s'est installé autour de la table. J'ai parlé calmement, sans colère apparente, expliquant que j'avais récemment réalisé une acquisition majeure. Les regards se sont tournés vers moi, surpris, presque incrédules. J'ai senti une tension nouvelle s'installer, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. Pour la première fois, j'avais toute leur attention, non parce que je la réclamais, mais parce que je l'avais méritée. J'ai alors révélé que j'étais désormais la propriétaire de l'entreprise de Maëlle. Le choc a été immédiat et palpable. Ma sœur est restée figée, incapable de comprendre comment la situation avait pu se renverser ainsi. Mes parents, eux, semblaient perdus, confrontés à une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Je n'ai ressenti ni joie excessive, ni triomphe cruel,
seulement un profond sentiment de clarté et de justice intérieure. En tant que dirigeante, j'ai expliqué que des décisions difficiles devaient être prises pour assurer la survie de l'entreprise. Avec une voix posée, j'ai annoncé que le poste de Maëlle faisait partie des restructurations nécessaires. Ce moment, aussi dur soit-il, représentait pour moi une conclusion symbolique à des années de dévalorisation. Je n'ai pas élevé la voix ni cherché l'humiliation, mais la vérité n'en était pas moins brutale. Après cette annonce, un silence lourd a envahi la table. Personne ne savait quoi dire, et moi non plus. Je me suis levée, consciente que cette confrontation marquait la fin d'un chapitre douloureux de ma vie. Je n'avais pas agi par vengeance pure, mais par nécessité et par respect envers moi-même. Pour la première fois, je me sentais pleinement alignée avec mes choix et mon identité. Les jours qui ont suivi ont été empreints de réflexions profondes et parfois inconfortables. Ma famille a dû faire face à ses propres erreurs et à la réalité de son favoritisme passé. Quant à moi, j'ai ressenti une forme de libération, comme si un poids immense s'était enfin dissipé. Je n'éprouvais pas de satisfaction malsaine, mais une paix intérieure nouvelle, née du fait d'avoir enfin repris le contrôle de mon histoire. Ma relation avec Maëlle a été profondément bouleversée. La colère et l'incompréhension ont d'abord dominé, mais avec le temps, une certaine lucidité s'est installée. Nous avons chacune dû reconnaître les blessures infligées, volontairement ou non. Rien n'était simple et la réconciliation n'était pas garantie, mais au moins la vérité avait été dite sans faux semblant ni illusion. Mes parents, eux aussi, ont changé de regard. Ils ont commencé à voir mes années de silence et de travail acharné sous un jour nouveau. Les excuses sont venues tard, peut-être trop tard, mais elles avaient le mérite d'exister. J'ai compris alors que leur admiration passée pour Maëlle était autant une faiblesse qu'une erreur, et que chacun de nous portait sa part de responsabilité dans cette histoire. Sur le plan professionnel, j'ai poursuivi mon expansion avec la même rigueur et la même humilité. Cette expérience m'a appris que le pouvoir devait être exercé avec conscience et équilibre. J'ai veillé à ne pas reproduire les schémas de mépris que j'avais moi-même subis, convaincue que le vrai succès réside aussi dans la manière dont on traite les autres. Aujourd'hui, je regarde mon parcours avec lucidité et fierté. Je sais d'où je viens et surtout, je sais ce que j'ai surmonté. Mon histoire n'est pas celle d'une revanche spectaculaire, mais celle d'une femme qui a refusé de rester enfermée dans un rôle imposé. J'ai choisi de me définir par mes actions et non par le regard des autres. La première leçon que je tire de cette histoire est que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la reconnaissance immédiate qu'elle reçoit. Trop souvent, les talents silencieux sont ignorés au profit de réussites plus visibles, créant des blessures profondes et durables. Apprendre à croire en soi, même lorsque personne d'autre ne le fait, est un acte de courage essentiel. La seconde leçon est que le succès peut être une arme à double tranchant. Lorsqu'il est motivé uniquement par la vengeance, il peut laisser un goût amer. Mais lorsqu'il est le fruit d'un travail honnête et d'une vision claire, il devient un moyen de rétablir l'équilibre et la dignité personnelle. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de ses émotions et de ses décisions. Enfin, cette histoire rappelle que les relations familiales exigent honnêteté et équité. Favoriser un enfant au détriment d'un autre peut avoir des conséquences irréversibles. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, car parfois, écouter le parcours des autres nous aide à mieux comprendre le nôtre et à éviter de répéter les mêmes erreurs.